Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va attendre Bonjour. quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter parce qu'on est très nombreux ce matin. Bienvenue à ce webinaire de mobilisation vers les JNAI 2026, webinaire régional. Je vous propose qu'on démarre à 10h05. Je vois que le compteur grimpe doucement. Bonjour, bienvenue. J'ai déjà commencé à partager. Ah, bonjour Martin. On a une main levée. Est-ce que vous avez une question ou une intervention avant qu'on commence d'ici quelques secondes maintenant? Bon, on va y aller, je pense. Allez, Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire de mobilisation régionale pour l'Île-de-France vers les Journées nationales d'action contre l'illettrisme 2026. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin en compagnie de nombreux collègues et partenaires que je remercie d'être avec nous. Tout d'abord, Julie Nardin qui va intervenir en ouverture, voilà, qui va se présenter. J'ai également Laetitia Volpe de l'équipe EVA, ma collègue Cécile Canon, chargée de mission en Nouvelle-Aquitaine, qui est mon homologue, qui va s'occuper de la modération. Et puis, on a le grand plaisir d'accueillir le CDRIML, le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, qui va également présenter son offre de service. Et puis, la Banque de France interviendra également. On aura l'opportunité de répondre à toutes vos questions en fin de webinaire, puisqu'on est en mode webinaire, donc vous ne pouvez pas intervenir pour le moment, mais bien entendu, l'idée, c'est d'avoir des échanges vraiment sur toutes vos réactions, besoins, etc., en fin de présentation.
Voilà, donc moi je suis Audrey Colna, chargée de mission régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Île-de-France et je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce matin. Je vais Merci laisser Audrey. voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci Audrey pour cette petite introduction et pour l'organisation de ce webinaire. Je me présente effectivement, je suis Julie Nardin, coordinatrice nationale des actions régionales à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et en charge de l'animation de ce qui se passe sur les territoires divers et variés de France. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir et de faire un petit mot d'introduction alors qu'il sera court parce que vous avez, Audrey l'a répété, de plusieurs interventions prévues dans ce webinaire et de grande qualité. Donc c'est important que vous ayez le temps d'en profiter et d'échanger et de poser vos questions ensuite. Mais tout simplement pour vous dire tout d'abord que je suis très heureuse de participer à ce webinaire et de vous accueillir parce que ces journées nationales d'action contre l'illettrisme sont un moment fort de la vie de notre agence et de la vie, je crois, de nos partenaires et que c'est important de pouvoir échanger avec vous pour les préparer au mieux. Donc, pour vous dire qu'on est sur la 13e édition de ces journées nationales, elles ont commencé en 2013 et depuis, ça n'a cessé de se développer avec, je dirais, une forme de record l'an dernier avec plus de 1700 actions labellisées sur toute la France. Et surtout, je crois que ce qui est important, plus que le nombre, c'est la grande qualité de ces actions. Et c'est pour moi l'occasion vraiment de vous remercier toutes et tous de la diversité et de l'engouement que l'ensemble de vos structures ont pu mettre pour l'organisation de ces actions lors des journées nationales dans les années précédentes. L'occasion aussi pour moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux acteurs qui se connectent aujourd'hui et qui n'ont jamais participé aux journées nationales. Vous verrez que il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'idées autour de ces événements qui sont labellisés par l'agence, mais qui peuvent prendre énormément de formes différentes et on vous en présentera quelques-unes. Donc vraiment, c'est un moment fort. Je pense que l'Île-de-France est une région, évidemment, la région principale du territoire, une région très dynamique sur ce sujet comme sur d'autres, mais aussi une région dans laquelle les enjeux sont forts selon les territoires. Et donc, on a tout intérêt à rendre visible toutes les actions que vous pouvez faire chacun sur le sujet de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, ces journées doivent être un coup de projecteur sur vos actions. Elles doivent permettre de donner la parole aux personnes qui sont en situation d'illettrisme, en difficulté avec les compétences de base, mais aussi à vous qui les accompagnez, à vous qui leur remettez le pied à l'étrier quand c'est nécessaire et à vous qui savez répondre à ces besoins. Donc encore une fois, merci beaucoup, merci de votre présence, merci des actions que vous menez au quotidien, merci de votre engagement à nos côtés et merci beaucoup à Audrey de vous accompagner et d'animer tout ce réseau pour ce faire. Voilà, je ne serai pas plus longue, je laisse à nouveau la parole à Audrey et je vous souhaite un excellent webinaire. À très bientôt pour participer à vos actions d'ailleurs. Merci beaucoup Julie. Alors, on va voir, j'espère que voilà, ça va avancer, c'est parfait. Effectivement, nous avons pas mal de nouvelles personnes ce matin avec nous, des nouveaux acteurs qui n'ont jamais organisé de journée, voilà, et aussi qui connaissent pas forcément l'agence. Donc, je m'excuse pour tous les autres qui connaissent par cœur l'agence et ce que nous faisons, mais il me paraît important de faire une petite introduction pour savoir vraiment qui nous sommes. Alors d'abord, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui sommes-nous? En fait, on est un groupement d'intérêt public qui est rattaché à différents ministères, mais principalement à celui du ministère du Travail. On a donc une équipe nationale à Lyon avec toutes les thématiques transversales et ensuite un chargé de mission dans chaque région hexagonale et ultramarine. Donc on est 18 un peu sur tous les territoires. Et voilà, aujourd'hui, on a avec nous d'ailleurs ma collègue de Nouvelle-Aquitaine.
On a également fondé il y a quelque temps un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui est très important parce qu'aujourd'hui, notamment, je vais vous présenter les résultats de certains de ces travaux qui sont les fiches départementales qui permettent effectivement aux décideurs et aux acteurs d'avoir véritablement une vision sur les territoires les plus touchés et là où on peut effectivement agir tous ensemble. Donc voilà, l'activité de cet observatoire est vraiment très importante. Donc, au global, en fait, on a trois grandes missions. À l'agence, c'est la mesure de l'illettrisme, la coordination des actions sur tous les territoires, mais également l'outillage. On présentera d'ailleurs un outil très important à la voilà, et donc notre grande mission, c'est d'agir pour réduire les fractures, pardon, au niveau des compétences de base. Voilà, mesurer, coordonner, outiller. Et je vous ai mis le lien vers en fait, l'annuaire pour retrouver chaque acteur de l'agence. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle d'illettrisme? Il faut aussi bien se mettre d'accord sur les définitions parce qu'il y a souvent des amalgames et des sujets qui se percutent. Donc, quand on parle d'illettrisme, on parle d'une personne qui ne maîtrise pas la lecture, l'écriture et la compréhension des textes, quand bien même cette personne a été scolarisée ça ne se voit pas, elle échange avec nous de façon très fluide et c'est pas forcément évident de la repérer. Deuxième point, l'innumérisme dont on parle de plus en plus et qui est une thématique importante cette année justement lors des JNAI notamment. L'innumérisme, en fait, c'est la difficulté que rencontrent certains de nos concitoyens pour effectuer des calculs simples, mais aussi des raisonnements mathématiques, du repérage dans des tableurs, des mesures dans les métiers d'ailleurs peu ou pas qualifiés et ces mesures sont très présentes. Ça peut avoir un impact vraiment très important dans la vie. Donc voilà, et quand on parle d'électronisme maintenant, qui est un sujet qui est plus facilement porté par les acteurs, c'est en fait une situation où les adultes ne maîtrisent pas les outils numériques usuels pour accéder aux informations, mais ça veut dire aussi que souvent, il y a un cumul de difficultés qui peut se réaliser et on appelle cela du double illettrisme. Sur les chiffres maintenant, donc l'enquête formation tout au long de la vie qui a été réalisée en lien avec l'INSEE, qui a été publiée il y a 2 ans, révèle que nous sommes aujourd'hui à 4% des adultes dans notre pays qui sont en situation d'illettrisme, vraiment. Donc ça fait vraiment 1 500 000 personnes de 18 à 64 ans, ce qui est vraiment des effectifs importants. Mais au-delà de ça, on a découvert grâce à cette enquête quelque chose qu'on pressentait, mais pour lesquels on n'avait pas encore de chiffres, c'est le sujet de l'innumérisme qui touche 2 fois plus de personnes en France. Donc 3 200 000 personnes sont en difficulté avec la numératie, d'où l'intérêt de s'en saisir aujourd'hui de façon très importante sur ce sujet. Et puis on sait aussi que ces difficultés sont souvent cumulées et que bien souvent, quand on ne comprend pas bien ce qu'on lit, on a du mal aussi avec la numératie. 26% en fait des personnes cumulent les deux difficultés en littératie et en numératie. Donc ça représente voilà, 10,5% de la population française de 18 à 64 ans, à savoir 3 700 000 personnes. Donc on est sur des effectifs extrêmement importants et des enjeux majeurs. Les conséquences dans la vie de tous les jours, elles sont multiples, mais en réalité, ça expose ces publics à des vulnérabilités que n'ont pas les autres. Exemple, face aux accidents, aux maladies, notamment professionnelles, autour de la santé, de la sécurité, de la compréhension des recommandations et notamment des traitements en santé. On parle de plus en plus de littératie en santé. Comment comprendre et être acteur de sa santé lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on lit et les documents qu'on nous remet. C'est compliqué, mais aussi quand on ne sait pas mesurer une quantité de médicaments. Ça, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté. La personne est également empêchée dans son parcours professionnel, comme vous devez le pressentir dans vos activités, dans l'exercice aussi de sa parentalité, dans l'accès à la culture. Ce sont des personnes qui ne vont pas aller spontanément vers les milieux culturels, donc il va falloir accompagner, notamment par de la médiation
On est également en difficulté avec l'accès aux droits et avec l'information. On peut avoir aussi des situations de surendettement parce qu'on ne maîtrise pas la gestion budgétaire. Et ça va avoir un impact dont on va parler tout à l'heure avec la Banque de France, que je remercie d'être présente à nos côtés. Donc la personne, voilà, peut être en situation de surendettement, mais aussi être vulnérable aux arnaques, puisqu'en fait, elle ne comprend pas les questions de phishing ou tous ces sujets. Donc il faut vraiment être vigilant. Les GNAI maintenant. Voilà, il ne voulait pas y aller, mais on va y aller quand même. Donc, comme disait Julie tout à l'heure, c'est un coup de projecteur annuel, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui permettent en fait de mettre vraiment l'accent sur l'action des partenaires, notamment en région, mais ça permet vraiment de faire parler du sujet un petit peu partout. On a cette année un calendrier qui évolue. Autrefois, on avait effectivement des actions sur une semaine, ce qui était vraiment très dense et très compliqué pour pouvoir organiser quelque chose parfois aussi près de la rentrée scolaire. C'est quelque chose qui a été aussi entendu. Et l'idée cette année, ça a été d'organiser une première semaine avec des temps forts nationaux auxquels en fait, tous les acteurs sur les territoires pourront aussi participer. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les actions en région ne se percutent pas avec les temps forts nationaux. Et donc, on va organiser les actions en région. Donc, vous pouvez déposer pour l'Île-de-France des actions entre le 14 septembre et le 2 octobre. Ça permet tranquillement de faire les actions sur 3 semaines, voilà, tous ensemble, en partenariat. Comme le disait Julie, l'année dernière, on a donc vraiment eu beaucoup d'actions organisées sur tous les territoires, 1745 en tout, dont 218 actions en Île-de-France. Donc l'Île-de-France, effectivement, est passée en tête en 2025 pour la première fois au rang des régions. Et on a eu aussi un engagement très fort, et je tiens à le dire parce que c'est vraiment unique en France, de France Travail qui a organisé 103 actions dans le cadre des journées. C'est-à-dire que France Travail Île-de-France a organisé un tiers des actions JNAI au niveau national. Donc c'est extrêmement important. Et je remercie les personnes de France Travail connectées ce matin. Sur la campagne cette année, comme on est davantage, on va dire, axé sur la numératie, l'idée c'était d'utiliser le pourcentage, qui est quelque chose qui est souvent mal compris par nos publics. Donc la campagne, c'est 10% concernés, 10% de la population française en difficulté avec les compétences de base, mais on est 100% mobilisés à leur côté, avec une déclinaison en deux types d'affiches, une affiche un peu plus vie quotidienne, transport, et une affiche monde du travail, parce que c'est important aussi d'en parler dans le monde du travail et on a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Vous aurez également une déclinaison en stickers, donc ça fera partie des packs d'ailleurs de communication qui seront proposés lorsque vous labellisez un événement. On vous envoie un pack qui aura des stickers à partager avec des QR codes pour informer tous les acteurs et tout le grand public. Donc, comment on fait objectivement? Quels sont les objectifs de la campagne? Donc, d'abord, c'est de faire grandir la communauté autour de l'engagement autour des journées nationales pour en parler, pour que ça devienne moins un tabou, pour que ce soit facile aussi pour tous d'évoquer le sujet. C'est d'informer également, de donner des chiffres, de donner à voir les acteurs qui accompagnent ces publics, et c'est aussi agir. Donc, comment va être déclinée la campagne? Donc, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des affiches, des stickers, des kits pour les réseaux, pour tous les acteurs engagés. La nouveauté de cette année, de l'édition 2026, c'est qu'on aura la chance aussi d'avoir une marraine, donc qui est Claire Norton, qui est un auteur avec une audience assez forte et qui va en fait publier donc juste avant les Journées nationales d'action son nouvel ouvrage
qui s'appelle Les Enracinés. Il va y avoir une grande campagne autour de son nouveau roman. Donc, je pense qu'elle participera à un certain nombre d'actions JNAI dans ce cadre. C'est donc l'histoire d'une jeune paysanne en 1912 qui va s'émanciper par la lecture. Donc, en plus, ça a un lien direct avec, bien sûr, l'action contre l'illettrisme et la lutte contre l'illettrisme. Et cette personne, donc dans la vraie vie, en plus, est DRH. Elle est directrice des ressources humaines. Donc, ça peut avoir vraiment un intérêt pour chacun d'entre nous. Donc, dès que on en saura plus, je vous enverrai les informations. Nouveauté également de 2026, on a donc lancé une plateforme de mobilisation qui permet, si je clique sur Je m'informe, d'avoir accès à des ressources, si je clique sur J'en parle, d'avoir accès à d'autres ressources, et si je clique sur J'agis, avoir encore d'autres ressources. Donc je vous mets le lien, vous pourrez aller l'explorer. Je vais accélérer parce qu'il y a les fiches départementales derrière. Donc, comment j'organise en fait un événement et comment je demande la labellisation? Donc, d'abord, donc je pense cet événement en interne, en externe ou en partenariat. Donc, il faut que cet événement soit en lien avec la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Je l'organise entre le 14 septembre et le 2 octobre et je demande la labellisation. Je dépose en fait le descriptif de mon action sur la plateforme illettrismejournée.fr. Elle se présente comme cela. Donc, vous avez en haut à droite le bouton pour demander la labellisation, accéder au formulaire. Et en bas, donc à gauche, là, le programme pour voir aussi ce qui se passe à côté de chez vous si vous voulez aller assister à des événements à proximité. Voilà, donc pour pouvoir être labellisable, cette action doit participer à la sensibilisation du grand public, à la prévention de l'illettrisme, à l'accompagnement des personnes concernées, à la professionnalisation des acteurs. Dernier point sur les réceptions de kits de communication pour l'Hexagone. Donc pour l'Île-de-France, ce sera le 14 août, dernier délai pour déposer vos actions sur la plateforme si vous souhaitez recevoir le kit de communication avec les affiches, les stickers qui est envoyé par la poste. C'est-à-dire que après cette date, vous pourrez toujours déposer des actions, mais vous ne pourrez plus recevoir le kit de communication. Les outils, vous savez, il y en a toujours beaucoup. Cette année, on renouvelle l'Expo Quiz Illettrisme Parlons-en pour ceux qui le connaîtraient, avec 4 kakémonos qui permettent d'être installés un petit peu partout dans les lieux d'accueil, qui permettent donc d'informer le grand public, qui sont autoportants. Donc, je vous ai mis le lien également pour que vous ayez toutes les infos. Vous pouvez soit l'acheter, soit l'emprunter. Pour l'emprunt, je vous invite à faire vite parce que je me suis renseignée déjà. Il y en a pas mal qui sont déjà partis à l'emprunt. Et puis sur les outils, on propose aussi la boîte à outils sur le site de la NLCI avec des fiches pratiques clés en main pour organiser en fait un ciné-débat, un jeu du pas en avant, une session de jeu en parler c'est avancé, jeu que vous pouvez recevoir gratuitement en labellisant vos actions sur le site. Il suffit de cliquer sur la case je veux recevoir un jeu et vous l'aurez dans votre boîte aux lettres. On a également des quiz en construction si vous voulez en profiter, voilà, et des fiches d'inspiration pour vous donner des idées d'événements. Sur les temps forts nationaux, on connaît déjà ceux-ci, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc, il y a le lancement d'Eva Pro, qui est l'outil qui va remplacer Evagile pour ceux qui connaissent, qui est en fait une plateforme d'évaluation des risques d'illettrisme dans les organisations, qui permet vraiment de sensibiliser et d'agir. Ensuite, on aura un webinaire national de lancement des journées nationales le 4 septembre, donc pour tous et un colloque sur la numératie, le pari de la numératie pour tous à la Banque de France le 10 septembre à Paris. Voilà, donc je vais rapidement passer sur les fiches et je laisse la parole ensuite à Laetitia dans quelques minutes. Alors, on a donc édité il y a peu de temps, donc début avril, des fiches départementales sur les facteurs de risque d'illettrisme vraiment sur les territoires. Et chaque département dispose de sa fiche. Alors, comment est né ce projet? En fait, quand on a réalisé l'enquête formation tout au long de la vie qui a été publiée il y a 2 ans, on a vu qu'il y avait des facteurs vraiment de risque d'illettrisme qui étaient plus prégnants que d'autres.
Et on a mené en fait une expérimentation l'année dernière sur ces facteurs de risque d'illettrisme dans les Hauts-de-France, qui a été assez probant. Et on a du coup décidé d'élargir en fait la publication de ces fiches à toute la France. Donc c'est lié à un partenariat entre l'INSEE, l'ADEP et l'ANSSI. L'ADEP, c'est les services statistiques de l'éducation nationale. Donc on s'est tous mis autour de la table. On a repris les chiffres du recensement de la population et on l'a appliqué aux facteurs de risque d'illettrisme. Je vais assez vite, mais vous aurez les détails dans le diaporama. Donc, on s'est aperçu en fait que les compétences en lecture, écriture et en calcul sont fortement liées au niveau de diplôme. C'est en fait le premier facteur de risque. Donc, on sait que les personnes peu ou pas qualifiées ont de fortes chances d'être en situation d'illettrisme. Et puis, on a également le lieu de scolarité, où a commencé la scolarité. Les personnes qui sont arrivées en France en cours de scolarité ont plus de risques d'illettrisme que les autres. Et enfin, on a aussi un facteur sur l'âge. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau voilà, de la carte nationale? Là, vous voyez en fait au niveau de la France les départements où la part de non-diplômés est la plus élevée. Donc, on voit tout de suite qu'il y a la Seine-Saint-Denis qui ressort parmi ces départements. Ensuite, on a la part des peu diplômés, la part des personnes arrivées en cours de scolarité. Donc, on voit que l'Île-de-France est extrêmement impactée par ce facteur. Et puis, la part des personnes de plus de 50 ans, où là, on est beaucoup moins impacté. Quand on cumule en fait ces différents facteurs, on obtient cette carte qui permet de voir le cumul des risques d'illettrisme au niveau national. Et ensuite, on a donc travaillé avec les chiffres de l'INSEE au niveau des EPCI, donc des intercommunalités. Au niveau, bah là, vous voyez la carte de l'Île-de-France et on voit en fait, selon les facteurs, les personnes peu diplômées, les personnes arrivées en France en cours de scolarité et les personnes âgées de 50 à 64 ans, où elles se situent en Île-de-France avec vraiment des intercos qui sont beaucoup plus touchés au nord de Paris, bien sûr, mais aussi sur tout le pourtour de la Seine-et-Marne. Donc, comment elles se présentent, ces fiches? Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez les retrouver sur le site, c'est classé en région. Je vais juste vous présenter la façon dont elles sont construites pour que voilà, vous ayez un accès facilité à ces fiches, notamment pour les demandes de financement ou les échanges avec vos élus. Donc, ces fiches départementales sont réalisées en 4 pages. Sur la première page, on retrouve les définitions, la façon dont ces fiches ont été construites. Un tableau, en fait, qui compare le département avec sa région et avec les autres régions de France hexagonale. Comme ça permet de voir un petit peu où on en est. Le rappel des facteurs de risque sur la page 2. Et puis une carte, bien sûr, avec les cumuls de risques à l'EPCI. Donc, plus on est sur du jaune-orangé et plus le facteur de risque lié au diplôme est important. Plus le cercle est grand, plus l'effectif est important. Je résume très vite, mais voilà. Ensuite, on a rédigé pour chaque département les enjeux pour chacun d'eux, sur quel public il fallait axer en fait prioritairement l'action, là où il fallait aussi investir, voilà, mettre des actions en marche. Donc ces enjeux en fait ont été réalisés avec l'observatoire par chaque chargé de mission régionale à NLCI. Et puis on a un tableau en dessous qui est très important, page 3, qui permet d'avoir vraiment les risques EPCI par EPCI, donc interco par interco. Et la dernière page, en fait, c'est les définitions et la fiche de contact. Ici, c'est un exemple d'un département de ma collègue Anaïs en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pris une carte donc de Seine-et-Marne pour vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du département. Donc là, on voit vraiment clairement que la Seine-et-Marne est un territoire hyper impacté par le risque d'illettrisme et notamment sur tout son pourtour. Voilà, mais peut-être qu'il y a des effectifs moindres que sur d'autres départements. Je vous laisserai découvrir tout ça. La dernière info en lien entre les fiches départementales et les actions qu'on mène actuellement avec l'INSEE, c'est qu'il va y avoir la publication d'un flash INSEE
donc mi-septembre, sur lequel on est en train de travailler sur les facteurs de risque d'illettrisme en Île-de-France. Ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de publication de l'INSEE sur l'illettrisme dans notre région, donc je pense que ça va être très précieux. Et donc je vous en dirai plus dès que j'aurai bien sûr la date et on prépare peut-être un petit événement adossé à cette publication pour pouvoir aider à la lecture, accompagner les acteurs. Voilà, donc je suis votre contact pour tous ces sujets. Ah bah j'ai rattrapé et dis donc Laetitia, on est parfaitement en phase. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Laetitia, que je remercie Merci d'être beaucoup. avec nous ce matin, concernant la plateforme Eva, que je te laisse présenter. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Donc oui, je suis Laetitia Volpe. Est-ce que oui, tout le monde m'entend? Parfait. Donc, je suis Laetitia Volpe, chargée de déploiement de l'outil EVA au sein de l'ANLCI à l'équipe nationale. Et donc, j'ai 10 minutes top chrono pour vous présenter EVA. Donc, bien sûr, je vais peut-être aller un petit peu vite. Je vais aller à l'essentiel. Vous recevrez le diaporama. Mais surtout, vous pourrez tout à fait contacter l'équipe EVA par ailleurs pour en savoir plus, peut-être vous inscrire à des présentations approfondies, etc. Donc, aujourd'hui, c'est simplement une petite mise en bouche. Donc Eva, c'est un outil qui propose en fait par le biais de mini-jeux, de jeux sérieux que l'on va proposer à des bénéficiaires de repérer leurs difficultés dans les compétences de base, mais également de mesurer leur niveau de façon plus précise si on le souhaite et de mesurer leur progrès dans les compétences de base, mais aussi bien sûr de leur redonner confiance et de valoriser leurs compétences maîtrisées. Donc vous voyez sur cette diapositive en bas à gauche le lien d'accès à Eva et en bas à droite l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Donc, bien sûr, l'outil est entièrement gratuit. Il s'agit d'un service public numérique proposé par la NLCI. Bien évidemment, on se tient à votre disposition aussi gratuitement pour répondre à vos questions. Audrey, si tu veux. Ouais, merci beaucoup. Et donc, Eva, comme je vous l'ai dit, il s'agit de mini-jeux que l'on propose à des bénéficiaires. En fait, on va proposer deux choix différents de programmes en fonction de vos besoins, de vos souhaits. Donc, tout d'abord, on va avoir le programme du diagnostic qui va de façon assez ludique, assez rapide, repérer vraiment les éventuelles situations de difficulté, d'illettrisme et va permettre aussi de valoriser les compétences maîtrisées. Donc, comme vous pouvez le constater, on propose deux types de sous-parcours. Donc, on va avoir la valorisation des compétences transversales, le repérage des difficultés avec les compétences de base, ou bien un diagnostic complet qui va reprendre ces deux parcours-là, parcours qui durent chacun environ une demi-heure et combinés, ils dureront environ 1 heure. Donc là, en 1 heure, on fait une sorte de photographie à 360 degrés des besoins et des compétences du bénéficiaire afin de pouvoir éventuellement l'orienter de la meilleure façon possible. De l'autre côté, on va avoir plutôt un parcours de positionnement qui, lui, va être adaptatif et plus approfondi. Et donc, il va permettre d'évaluer de façon plus précise les compétences de base du bénéficiaire, exclusivement cette fois. Donc, on sort des compétences transversales, on se concentre sur les compétences de base, donc c'est-à-dire le français et les mathématiques. Et on va pouvoir justement, grâce à cette évaluation plus fine, pouvoir également mesurer les progrès si on propose ce parcours en entrée de formation, par exemple, et en fin de formation. Et donc là, on va avoir également deux sous-parcours que l'on peut proposer soit séparément, soit ensemble à un bénéficiaire. Donc, on va avoir le parcours qui va mesurer les compétences en littératie, donc en français à l'écrit, et en numératie, donc en mathématiques, et on va également mesurer les compétences de repérage dans le temps et dans l'espace. Et on va pouvoir aussi proposer ce parcours, comme je vous l'ai dit, de façon complète, donc en environ 1 heure. Donc, vous voyez, on a vraiment deux programmes différents qui répondent à deux besoins différents. Et donc, le diagnostic, il va peut-être un peu plus convenir aux professionnels de l'insertion qui veulent vraiment savoir un petit peu quels bénéficiaires auront besoin peut-être d'un accompagnement spécifique.
Et de l'autre côté, le positionnement va plutôt majoritairement convenir aux organismes de formation qui veulent adapter leur parcours pédagogique, leur programme, afin de justement connaître les sous-compétences sur lesquelles leurs bénéficiaires ont besoin d'un renforcement. Donc voilà, si tu veux bien, peut-être Audrey. Merci beaucoup. Donc forcément, pour pouvoir proposer EVA à son bénéficiaire, il y a quelques conditions, bien sûr. Donc les évaluations, c'est-à-dire le fait de faire passer les tests, les mini-jeux, doivent se passer de façon accompagnée et en présentiel. EVA, c'est un outil à destination du professionnel. Et donc, il est là vraiment pour vous aider à aider, vous aider à repérer et à accompagner. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, l'ordinateur va calculer automatiquement les résultats en fonction des réponses, mais aussi il va vous permettre d'observer comment votre bénéficiaire se comporte pendant sa passation. Donc, bien évidemment, ça vous donne des informations sur ses compétences, comment dire, les soft skills, mais ça peut vous permettre aussi de voir si votre bénéficiaire, il s'agace parce qu'il perd patience. Et donc, ça peut peut-être révéler d'autres difficultés comme un TDAH ou bien des troubles de l'apprentissage, par exemple. Comment dire, ça va vous permettre aussi, le fait d'être en présentiel, de tenir compte de certains biais. Si votre bénéficiaire, ce jour-là, il était malade, par exemple, ou bien justement, si le support sur lequel se déroule EVA, peut-être, peut ne pas convenir au bénéficiaire, parce qu'EVA doit se dérouler sur ordinateur ou sur tablette. Et donc, justement, si votre bénéficiaire, il est très en difficulté avec les compétences numériques, à ce moment-là, soit vous pourrez le voir et donc vous pourrez décider d'interrompre la passation, soit vous aurez juste besoin peut-être de le rassurer, l'aider à reprendre confiance en lui. Donc les parcours, comme vous l'avez vu, ils durent au minimum une demi-heure et jusqu'à environ 1 heure si on décide de les combiner. À savoir que, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'un ordinateur, pardon, d'une tablette, et que on recommande de ne pas proposer simultanément EVA à plus de 6 bénéficiaires environ par accompagnant. D'autant plus que s'ils sont plusieurs à passer la passation en même temps, bien évidemment, une sortie son, mais surtout un casque ou des écouteurs vont être indispensables pour ne pas que les bénéficiaires se gênent entre eux. Les restitutions, en revanche, elles devront se dérouler en individuel, justement. On peut revenir à la précédente, s'il te plaît, Audrey? Merci beaucoup. Donc, les restitutions doivent se dérouler en individuel, justement pour faire le point sur les besoins, les compétences, parce que les bénéficiaires n'ont pas accès à leurs résultats. Les résultats doivent être téléchargés par le professionnel, puis commentés par le professionnel auprès du bénéficiaire pour justement qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, de discrimination, etc. Le public pour lequel EVA est pensé est un public francophone parce qu'il y a des consignes. Donc, si vos publics sont complètement allophones, EVA ne va malheureusement pas leur convenir. Et évidemment, EVA est pensé pour des publics qui sont déjà pris en charge et pour lesquels on veut essayer de trouver des solutions d'accompagnement. Donc, évidemment, interdiction de faire du recrutement ou du profilage avec EVA. Et donc, vous voyez, rapidement, pour faire passer EVA, on doit créer son compte professionnel, créer la campagne d'évaluation, donc les contenus que l'on souhaite proposer, et proposer cette campagne aux bénéficiaires. Voilà, il y a 3 étapes, c'est assez simple. Et les bénéficiaires n'ont, eux, bien sûr, pas besoin de créer de compte. Merci beaucoup. Donc, juste pour vous montrer très rapidement à quoi ressemblent les restitutions, bien évidemment, là, je ne vais pas prendre le temps de détailler, mais en tout cas, vous voyez que les résultats, vous les voyez, hein, c'est assez visuel. Donc, vous avez tout d'abord un résumé dans un encadré coloré avec un code couleur, donc orange, risque de situation d'illettrisme. Il y a le bleu aussi pour les risques de retour à l'illettrisme et vert pour maîtrise a priori des compétences de base. Comme vous pouvez le constater, les restitutions s'adressent directement aux bénéficiaires. Donc, c'est pour vous permettre de télécharger ce résultat et de le regarder directement avec le bénéficiaire. Et donc, on ne va pas mentionner le terme illettrisme dans les restitutions. L'objectif, c'est vraiment d'être dans un bilan bienveillant pour donner envie aux bénéficiaires de se remobiliser. Le diagnostic, il va vraiment être là pour les personnes pour qui c'est compliqué d'aborder la question des compétences de base, mais que l'on veut essayer, enfin pour lesquelles on veut redonner le pied à l'étrier, si vous voulez, pour intégrer ensuite un dispositif. Le positionnement, ça va être vraiment pour
finalement, le professionnel aussi pour adapter son niveau et pour dire au bénéficiaire peut-être les compétences sur lesquelles il a besoin de renforcement. Et donc, vous avez l'encadré coloré avec dessous le détail par sous-compétence. Et donc, plusieurs référentiels sont utilisés en fonction du parcours que vous souhaitez proposer. Mais bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web ou bien à assister à nos présentations plus approfondies. Et j'en ai terminé avec cette présentation d'Eva en 10 minutes top chrono. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, pour les questions, ce sera plutôt mon collègue Martin Griffo, qui est d'ailleurs actuellement présent en commentaire, qui vous répondra si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à l'équipe Eva d'être présente, parce que je sais que vous êtes hyper sollicitée. Et bon voyage en Normandie. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Florence Mousseau du Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue pour un petit retour d'expérience, un petit témoignage autour des JNAI, aussi une présentation de l'offre de service du Centre de ressources illettrisme. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Oui, très Ok, bien. super. Donc Florence Mousseau, en responsabilité en charge du Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue. Donc, qui sommes-nous, le CDRIML? Donc, nous sommes un service public qui a une mission d'accompagnement des personnes face aux difficultés avec la langue. On vient d'en parler, illettrisme, FLE ou analphabétisme, ou face aux difficultés avec les compétences de base et aussi avec l'électronisme. Nous sommes portés, vous le voyez, par l'Éducation nationale, GIP Compétences de l'Académie de Versailles, en charge de la formation tout au long de la vie. Donc le centre, le CDRML, est fondé sur une convention interacadémique des 3 CAFOC de l'Île-de-France. Le CDRML bénéficie de plusieurs sources de financement. Principalement, le Conseil régional d'Île-de-France est cofinancé par l'Éducation nationale. Et nous travaillons avec différents partenaires, notamment les RNP CRIA, les professionnels des centres de ressources illetrisme et analphabétisme de France, et puis ici, d'où notre présence ici, avec la NLCI. Donc nous avons une équipe composée d'un service administratif et opérationnel, de 2 chargés de communication, 2 documentalistes, d'un apprenti et surtout 7 référents qui sont répartis sur tous les départements, toute l'Île-de-France. Vous avez les noms qui s'affichent et vous avez le contact qui s'affiche. Pour nos missions, donc le CDRML participe surtout à la sécurisation des parcours des personnes peu ou pas qualifiées, donc selon 3 axes. Le premier axe, informer, donc il s'agit d'informer le grand public, des personnes qui sont en situation d'illettrisme, elles sont rares à appeler, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un dans cette situation-là, et surtout les professionnels de l'insertion, les professionnels de l'accompagnement sur l'apprentissage du français, sur l'inclusion et sur l'accès à l'emploi. Pour informer, nous disposons de 2 outils, un numéro vert, Illettrisme Info Service, qui s'affiche, et puis notre site cdrml.fr qui propose des outils et des ressources pour vous accompagner et pour essayer de trouver des réponses à vos questions. Donc, quand les personnes appellent le centre de ressources illettrisme, 2 personnes de notre service peuvent vous répondre, donner une réponse adaptée et surtout territoriale en fonction de la cartographie qui se présente et selon les besoins qui sont exprimés. L'axe 2, professionnaliser. Il s'agit de professionnaliser surtout des professeurs, des formateurs professionnels ou des formateurs bénévoles qui ont besoin d'actions de sensibilisation ou de professionnalisation sur des sujets comme repérer pour orienter, comme l'approche par compétences ou par exemple sur l'inclusion numérique. Les séances de professionnalisation sont toujours sur des formats courts, en journée ou en demi-journée, en présentiel ou à distance. Et ce sont des actions qui sont financées justement par le financement du Conseil régional
Donc, pour les acteurs franciliens, c'est à coût zéro. Et puis, le dernier axe qui nous intéresse aujourd'hui, conseiller, donc accompagner les initiatives territoriales, répondre aux besoins des acteurs, aux liés avec l'emploi et avec la formation, mettre en lien sur le territoire, apporter une aide au projet des acteurs et échanger entre les différents interlocuteurs sur les problématiques de l'illettrisme et des compétences de base. Alors, pour aujourd'hui, donc là, notre équipe vous soutient et vous conseille dans la mise en place des actions JNAI que vous souhaitez mettre en place. Donc, selon différentes modalités, comme vous voyez, il peut s'agir de rencontres, d'expositions, d'un webinaire, de ciné-débat. Donc, les modalités sont à voir ensemble. Ensuite, on peut vous aider à labelliser votre action et vous aider à coordonner et animer votre souhait de l'organisation de cette journée. Et je voudrais vous faire part d'une illustrée avec un témoignage sur une JNAI qui s'est déroulée l'année dernière en septembre 2025. Donc, c'était une organisation à la demande de Inser Eco 93. C'est un réseau qui regroupe différentes structures SIAE de la Seine-Saint-Denis qui aident à l'inclusion sociale et professionnelle. Donc, Inser Eco 93 avait repéré dans leur structure des salariés en difficulté avec la langue et avec les compétences de base. Donc, à ce moment-là, ils ont souhaité outiller leurs conseillers sur ces fameuses notions. Donc, avec l'appui du CDRML et du CAFOC de Créteil, un atelier fresque illettrisme et électronisme a été créé. Cet atelier a duré 2 heures en présentiel dans les locaux de Insereco 93. Cette action a été labellisée pour un public de 12 encadrants techniques et CIP. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette action-là l'année dernière. Elle s'inspire évidemment du modèle des fresques que l'on connaît déjà. Il s'agissait de créer l'arbre des compétences fragilisées, donc en identifiant les causes qui seront les racines de l'arbre, les branches qui sont les manifestations de ces difficultés et les fruits qui sont les conséquences que ça engendre. Donc l'arrosage avec de l'engrais pour les leviers d'action. Donc c'est un travail qui s'est réalisé par groupe avec ensuite une mise en commun pour proposer des actions à mettre directement en place pour chaque professionnel dans sa pratique professionnelle. La suite indirecte de cette JNAI, donc les professionnels qui ont participé sur la Seine-Saint-Denis se sont emparés du guide Agir ensemble contre l'illettrisme qui leur a permis d'aller plus loin. Donc, si vous avez des idées ou même pas d'idées, quelques idées malgré tout, enfin, on peut vous accompagner. On peut voir quel format donner à votre JNAI et vous aider à co-construire cette action et vous aider à labelliser. Donc, on est à votre disposition. Vous avez le contact cdrml@ac-versailles.fr et on peut vous aider sur le fond et sur la forme. On reste en ligne avec vous. Merci beaucoup. Merci Florence, et il faut dire que même si c'est une adresse Académie de Versailles, on peut bien sûr faire appel à vous où que l'on soit sur le territoire francilien. Sur l'Île-de-France, exactement. Alors je vais accueillir maintenant, est-ce que Emeline Autier est arrivée? Tout à fait. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Alors, Bonjour Emeline. Ouais, je vais mettre ma caméra. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, l'idée, c'était de faire ce témoignage pour vous présenter une action que l'on a fait sur les JNAI 2025 et puis aussi donner des idées comment on peut travailler ensemble. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à notre première slide, Audrey. Alors peut-être pour resituer déjà Educfi, Banque de France, qu'est-ce que on entend derrière tout ça? Donc la Banque de France, il faut savoir que sa mission s'articule autour de 3 grands thèmes, hein. C'est vraiment mettre en place la politique monétaire qui est décidée par la BCE,
Une deuxième mission principale, ça va être de veiller à la stratégie financière. Donc, en fait, on a des services de contrôle bancaire et on regarde ce que font les banques, justement, les pratiques commerciales. Et ensuite, en troisième lieu, la Banque de France est également en lien avec le réseau. Donc, on a deux branches dans le réseau. On a les particuliers et les entreprises. Donc, les entreprises, ça va être tout ce qui est la cotation. On code des entreprises. On a de la médiation. Ça veut dire qu'on va les mettre en lien. On va regarder leur dossier pour savoir en fait pourquoi elles n'ont pas pu avoir un prêt et auquel cas demander une révision par la banque. Et également, donc, la Banque de France est en lien avec les particuliers, les publics fragiles pour le surendettement. Elle instruit des dossiers de surendettement et également on traite des demandes de droit au compte parce que toute personne physique ou morale a le droit d'avoir un compte bancaire et donc peut solliciter la Banque de France. Donc finalement, comme on est en lien avec les particuliers dans le cadre du surendettement, dans le cadre de l'inclusion financière, c'était tout naturel que la Banque de France soit nommée opérateur national pour porter la stratégie d'éducation financière. Alors l'éducation financière, qu'est-ce que c'est? C'est donner des connaissances, des bases économiques, budgétaires et financières à différents publics par le biais de ressources. Évidemment, ces ressources ne sont pas construites que par la Banque de France, bien que l'on ait une expertise des difficultés économiques et budgétaires, on travaille avec des partenaires. Donc, on a mis justement ces exemples. Il faut savoir que l'éducation financière, historiquement, est née de son lien avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est notre partenaire le plus ancien. On a signé une convention nationale en 2017. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez notre mission via le passeport EducFi. Donc, on poursuit ces partenariats. On a notamment signé une convention avec la NLCI en septembre 2024 et on participe tous les ans depuis quelques années au JNAI et également avec France Travail le 10 avril dernier. Donc cette gouvernance, elle est vraiment établie par l'OCDE et donc il faut savoir que toutes les ressources que l'on propose, elles sont accessibles. On va vous montrer justement les différents portails. C'est toujours neutre, on ne met jamais en valeur une institution plutôt qu'une autre. C'est la fiabilité et surtout la gratuité. On s'articule autour de 3 grands pôles. Donc le premier pôle, c'est la finance personnelle, c'est-à-dire donner des clés de compréhension, les bases de la gestion budgétaire. Et on a d'autres pôles, donc le pôle de la pédagogie économique, ça va être donner aux citoyens français des clés pour mieux comprendre les débats économiques. Donc par exemple, on va avoir des webinaires sur l'inflation, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est, la politique monétaire. Et enfin, notre troisième pôle, ça sera la gestion financière dans les entreprises. Ça veut dire qu'on accompagne pas seulement les travailleurs sociaux, pas seulement les enseignants, mais on accompagne également toutes les structures de microcrédit qui, derrière, accompagne les entrepreneurs en création d'entreprise. Alors, évidemment, on rend des comptes, puisque cette mission, donc, elle est cadrée par l'OCDE et donc, on a justement des études qui sont réalisées tous les ans. Donc, c'est un modèle, tous les pays membres de l'OCDE, en fait, réalisent cette étude et donc là, vous pouvez voir simplement les résultats qui sont en belle augmentation. On a gagné plus 3%. On a un score aujourd'hui de 12,82 et il faut savoir, c'est vraiment les jeunes qui ont été les plus sensibilisés puisqu'on voit que leur pourcentage est plus important. Donc cette étude, déjà, vous y avez accès sur notre portail Mes questions d'argent. Et donc, on a mis le lien sur la slide. Et il faut savoir que cette étude s'articule en 3 volets. C'est vraiment la connaissance financière, donc sur lequel justement on contribue beaucoup. Il y a l'attitude, le score d'attitude, attention, c'est plutôt culturel, c'est plutôt lié au comportement. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de levier d'action dessus. C'est par exemple, est-ce qu'on aime dépenser, est-ce qu'on aime épargner? C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment très personnel. Et enfin, on va avoir les comportements. Et les comportements,
finalement, c'est est-ce que j'ai un projet d'épargne, est-ce que je regarde mon application tous les jours ou pas? Voilà, vous avez tout le détail, est-ce que je fais des virements, par exemple, pour faire de l'épargne? Ça, c'est vraiment des exemples de comportements. Donc évidemment, la Banque de France, l'Éducfi n'est pas la seule à contribuer à cette amélioration des résultats. On sait que l'éducation financière est très présente sur les réseaux sociaux et que les jeunes, ils sont très sensibles aussi. Alors, donc, on a 2 portails qui sont accessibles et gratuits. Donc ça, lors des présentations des JNAI, évidemment, on le fait, on a de nombreux guides. Donc le premier portail, ça va être Mes questions d'argent, MQDA. Donc, Mes questions d'argent, en fait, c'est une bibliothèque avec plein d'informations sur laquelle vous pouvez trouver des guides, des supports de formation à titre gratuit. Vous avez des lettres gratuites aussi, des lettres types, par exemple. Donc, ça peut être justement très utile pour des personnes en situation d'illettrisme. Donc, ça peut être par exemple une lettre type pour demander à sa banque de souscrire l'offre spécifique clientèle fragile. Ça peut être des courriers pour le droit au compte. Ensuite, évidemment, donc comme on l'a dit, la Banque de France travaille avec des partenaires, donc elle ne fait pas que créer de l'information, elle regroupe, elle centralise toute l'information. Donc vous avez toutes les thématiques que l'on peut trouver, en fait, les assurances, l'épargne, le crédit, la gestion du budget. Et nous, en fait, on va mettre en lien au travers de ce portail avec tous nos partenaires tels que tous les sites Gouv, les sites Amélie pour retrouver les aides. Voilà, vous avez énormément de choses sur ce portail. Et donc, on a le pendant pour les entrepreneurs. Comme tout à l'heure, je disais qu'on avait 3 pôles en fait. Donc, on soutient également les CCI, chambres consulaires, les organismes de microcrédit, également les associations. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est vraiment répondre à toutes ces questions en reprenant le cycle de vie d'un entrepreneur et avec des ressources pédagogiques également. Donc notre offre pédagogique, elle s'articule donc autour de déjà ces 2 portails, autour de webinaires que l'on peut vous proposer à titre gratuit et enfin de jeux pédagogiques que l'on verra. Ces webinaires, ces petits ateliers, environ 1 heure, ils s'articulent autour de 3 grandes thématiques. Je dirais qu'il y a la prévention du surendettement, donc tout ce qui va être lié à la gestion financière, la gestion du budget. Ça va être lié aussi à nos dispositifs d'inclusion financière. Donc, on va parler du droit au compte, on va parler du microcrédit. Évidemment, la Banque de France ne fait pas de microcrédit, mais en tout cas, elle le promeut, elle présente les acteurs. On va parler de l'offre spécifique clientèle fragile. Et ensuite, on va donner un appui sur tout ce qui va être surendettement, comment je remplis un dossier, quels sont mes droits. Tac. Alors ensuite, donc ce sont des jeux que l'on propose. Donc ma collègue vous présentera le jeu qui est dédié justement à la semaine de l'illettrisme. Donc les jeux que l'on propose, on propose encore une fois des jeux à titre gratuit. Le premier, c'est Mes questions d'argent. En fait, c'est comme une forme de trivial poursuite. Il y a des niveaux, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très adaptatif. Et on répond à des questions toujours sur les thématiques moyens de paiement, compte bancaire, assurance, crédit, épargne. Et on a un niveau que l'on choisit. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre, c'est intéressant parce que c'est aussi apprendre à gérer son budget parce que quand on avance en fait les cases, quand on répond bien, vraiment comme au trivial poursuite, on gagne aussi de l'argent fictif et du coup, on gère comme ça ses ressources et ses dépenses. Donc finalement, voilà, il y a le côté culture financière, mais il y a également le côté gestion budgétaire qui est abordé par ce jeu. Et en plus, il faut vraiment savoir que c'est un jeu qui est très simple. Nous, on vous forme gratuitement, mais en général, vous êtes rapidement autonome dès notre formation.
Après, on a le jeu Eurolock. Alors, le jeu Eurolock, c'est un jeu un peu plus spécifique. C'est vraiment pour des personnes qui vivent ensemble d'une colocation et qui vont devoir mêler finalement des intérêts communs. En fait, hein, par exemple, équiper une colocation, acheter des fours, donc mêler des intérêts communs et les faire converger vers ces intérêts personnels qui sont peut-être faire des économies, faire de l'épargne, mais aussi dépenser pour un projet. Et c'est pareil, il y a toujours des cartes sous forme de questions. C'est toujours l'idée de se cultiver et d'apprendre aussi des bonnes pratiques, comment fonctionne l'assurance, l'épargne. Et enfin, le dernier jeu, c'est le Micmac à Renac. Alors, Micmac à Renac, c'est plutôt comme un escape game. Peut-être que vous avez connu la piste de Mathieu. C'est en fait, on essaye de résoudre une enquête. Mais c'est pareil, en fait, cette enquête, on la résout au travers de ces thématiques que sont l'épargne, le budget, le fonctionnement du compte bancaire. Et donc ça, pour vous dire que la Banque de France est disponible effectivement sur les réseaux sociaux, mais surtout on vous invite à consulter notre chaîne YouTube. On a une chaîne Banque de France avec des minutes cash, très intéressantes. Donc effectivement, il y a une édition sur l'entrepreneuriat, mais vraiment, surtout, la minute cash sur les moyens de paiement, sur des petites techniques pour, faire de l'épargne. Vous avez des minutes cash aussi pour faire attention aux cryptoactifs, c'est très intéressant. Les placements, les paiements fractionnés, on sait que les paiements fractionnés, c'est vraiment une grande difficulté parce qu'on n'interroge pas les ressources en fait. Donc on peut très facilement faire des paiements en 4 fois sans frais et ça met en difficulté, les publics. Donc c'est des petites vidéos courtes de 2 minutes et vraiment je vous invite à les consulter. Voilà, puis on est disponible effectivement sur Facebook et puis sur, Instagram. Donc je vais laisser, la parole à ma collègue, Catherine Gilles qui a, travaillé justement avec l'association Clé l'année dernière dans le cadre des JNAI. Merci, Emeline. Alors, merci Emeline. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente, Catherine Gide. Donc, je suis chargée de relations avec les publics donc à la Banque de France. En quoi ça consiste? En fait, c'est de recevoir les personnes au quotidien, au guichet, de traiter les demandes aussi via Internet sur les problématiques à la fois bancaires, droit au compte. Et puis, bien sûr, concernant tout ce qui concerne donc le surendettement. Ces demandes, elles sont traitées donc comment dire, en présentiel au guichet, mais bien sûr, donc on traite aussi les demandes par courrier. Donc, j'ai cette casquette-là et j'ai aussi la casquette donc l'éducation financière puisque je suis correspondante pour le Val d'Oise. Et donc là, je vais vous parler de mon expérience concernant donc les journées de lutte contre l'illettrisme, puisque je participe depuis plusieurs années avec comment dire, l'association Clé dans le Val d'Oise. On participe en partenariat donc tous les mois de septembre depuis plus de 10 ans. Alors, pour ça, donc, alors, est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Merci. Donc, en fait, là, alors, l'association Clé, donc, c'est une association qui, donc, elle porte ce nom-là. Pourquoi? Parce que Clé, c'est pour 3 lettres, compter, lire et écrire. Cette association Clé, elle a déjà 26 ans d'existence. Elle permet donc de lutter contre l'illettrisme et la fracture numérique. Et donc, nous intervenons auprès de cette association, donc à chaque fois, tous les ans. Donc, l'idée, c'est de participer à un atelier. Cet atelier, donc, on utilise ce qu'on appelle, nous, le kit budget. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà. Alors, le kit budget, c'est quoi? En fait, on organise des petits groupes d'une dizaine de personnes maximum avec donc ils se regroupent par 2
et on va établir donc le budget d'une famille. Cette famille, elle s'appelle la famille Je gère. Alors, comme vous le voyez sur le diaporama, donc ils ont un tableau à remplir avec donc d'un côté les ressources et les dépenses. Donc, on prend du temps pour bien expliquer la différence entre les deux. Et on essaye donc de trouver, grâce à des éléments papier, c'est-à-dire grâce à des fiches de paye, grâce à des factures, à des éléments, des vrais éléments papier. En fait, on travaille sur ces éléments papier pour trouver les montants et pour essayer d'établir le budget de cette famille. Donc, on est vraiment sur du concret et ça permet donc de vraiment voir où sont les difficultés des personnes. Je me suis rendu compte, un exemple, quand il y avait le bulletin de salaire, en fait, les personnes, elles ont beaucoup de mal à savoir où est-ce que, en fait, il est le montant de ce qu'ils vont percevoir. Il y a un petit, comment dire, piège dans ce jeu, c'est qu'il y a deux salaires, il y a le salaire de monsieur, il y a le salaire de madame. C'est pas forcément évident pour certaines personnes de comprendre qu'il y a deux salaires, qu'il y a donc deux fiches de paye. Donc, voilà, on est vraiment sur des éléments concrets et c'est en général ce qui plaît bien aux différents protagonistes, aux différentes personnes qui nous reçoivent. Alors, on profite de cette occasion pour aussi répondre aux différentes questions. Alors, on leur donne un pense-bête que vous voyez à l'écran pour bien gérer le budget. Donc, c'est un petit élément qui est plastifié et il permet donc à chacun de mémoriser les différences entre la ressource et les dépenses. Et ils emmènent ce document chez eux. Comme ça, ils peuvent s'en servir à nouveau à la maison. On profite évidemment de cette occasion-là pour voir s'il n'y a pas d'autres questions relatives à l'argent. Bon, comme disait ma collègue Emeline, on reparle du site Mes questions d'argent. On parle aussi beaucoup des moyens de paiement pour les mettre à l'aise par rapport aux moyens de paiement. Et en général, ce qui plaît bien, c'est de voir ensemble comment on remplit un chèque. Alors, vous allez me dire que ça se fait de moins en moins, mais en fait, moi, je me suis bien rendu compte que les familles doivent parfois remplir des chèques pour la cantine, et c'est une vraie difficulté. Donc, c'est une occasion d'expliquer comment on remplit un chèque, quelles sont les mentions obligatoires. Et en même temps, en général, j'en profite pour expliquer le fonctionnement de ce moyen de paiement qui peut parfois engendrer des difficultés sur certaines personnes et qui, du fait d'une méconnaissance du moyen de paiement, vous avez des personnes qui peuvent se retrouver en interdiction bancaire parce qu'ils n'ont pas bien compris, par exemple, qu'un chèque, c'est valable 1 an et 8 jours et donc, du coup, elles pourraient se retrouver en interdiction bancaire parce qu'elles n'ont pas compris que les délais comment dire, de mise en paiement du chèque. Donc on essaye de voir, c'est quelque chose d'assez fluide. On essaye de répondre au maximum aux différentes demandes. Et il n'y a pas un atelier au cours des années qui est le même, en fait. C'est vrai que l'outil, c'est le kit Je gère, l'outil de base. Mais après, par expérience, je me rends compte que certaines personnes vont dévier des fois sur des questions sur le surendettement. Il y en a d'autres qui vont poser des questions sur le fichage. Voilà, l'idée, c'est surtout, en plus, d'essayer comment dire, de les rendre à l'aise, parce que je sens souvent au départ, quand j'arrive, à des petites difficultés, parce que voilà, le nom Banque de France, ça peut être un petit peu
déstabilisant pour certaines personnes. Et le fait de se rendre compte que, en fait, on essaye de discuter en toute bienveillance et sans aucun jugement. Du coup, ça met toutes les personnes à l'aise, en fait. Et dans les personnes qu'on reçoit, on a différents profils il y a de personnes à cette association. Vous avez des personnes à la fois qui ne sont pas d'origine française et donc qui ont des problèmes d'illettrisme, mais pas dans leur langue naturelle. Donc, du coup, ce n'est pas un profond problème d'illettrisme, on va dire. Mais, et puis, vous avez d'autres personnes pour lesquelles l'illettrisme est là depuis longtemps pour plein de raisons. Il y a des fois c'est des handicaps, des fois des personnes qui ont été complètement déscolarisées. Et donc, du coup, ce n'est pas toujours évident pour nous de s'adapter parce que les difficultés ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, ça couvre cette association. L'avantage, c'est qu'elle a des protagonistes, enfin des adhérents qui sont d'origine très différente. Et du coup, c'est très intéressant de les voir. Donc, on vous a mis une petite photo sur le diaporama concernant donc, cette association. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon intervention? Alors, il y a eu Non? effectivement une remarque dans le fil de conversation, mais je crois, Madame Gilles, que vous y avez amplement répondu. C'était effectivement, est-ce qu'il y a possibilité pendant les JNAI d'animer des ateliers? Donc, vous avez effectivement répondu amplement à cette question-là. Et puis, je te laisse préciser, Audrey, si pour les prochaines JNAI, il y a déjà dans le programme des ateliers d'éducation financière qui sont prévus. Et sinon, de donner envie, voilà, aux nouveaux participants et même aux anciens, eh bien, de labelliser des actions en ce sens. Merci. Alors, merci Cécile et merci Madame Gilles. Alors, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'ateliers d'éducation financière qui sont labellisés parce qu'il faut le temps aussi de discuter avec les structures de terrain. Et là, vous avez à l'écran tous les contacts sur chaque département avec les équipes de l'éducation financière pour pouvoir faire cette demande. On peut effectivement organiser ces ateliers pour différentes typologies de public, des plus jeunes aux plus expérimentés, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, merci pour ce focus sur l'association Clé que je connais bien pour ma part, pour y avoir fait une partie de ma carrière. Donc, C'est vrai. c'était un plaisir de les retrouver. Et pour le coup, on est effectivement sur du public complètement en situation d'illettrisme, mais pour la plupart en situation d'innumérisme également, avec un cumul de fragilité. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas aussi, c'est le moment aussi de faire des ateliers avec les jeunes dans les écoles de la deuxième chance, les missions locales, les centres sociaux, voilà, et en lien avec d'autres partenaires. S'il y a un forum, etc., vous pouvez aussi solliciter la Banque de France. Mais faites vite, hein, parce que le planning va se remplir rapidement aussi. Il y a cet enjeu-là, c'est que ouais, sur 3 semaines, ça peut aller vite. Voilà, merci donc pour vos Merci. interventions. Il y a d'autres Merci à vous. questions. Voilà, on Alors va oui, Audrey, passer. Ouais, on avait effectivement une question qui a été posée par l'organisme de formation Archipel au moment où s'exprimait Madame Mousseau du CDRIML. Donc effectivement, la personne demande en tant qu'organisme de formation spécialisé donc dans les savoirs de base et la lutte contre l'illettrisme, comment est-ce qu'on peut positionner au mieux nos offres auprès de vos structures? Donc le passage par des appels d'offres est-il systématique ou des partenariats plus directs sont-ils envisagés? Alors je ne sais pas si cette question est adressée précisément à Madame Mousseau ou à toi-même, Audrey. Peut-être l'idée, ce serait de rappeler l'existence de la plateforme de l'inclusion Dora, hein, dans laquelle effectivement les structures peuvent déclarer les offres de services. Et puis, je te laisse compléter, puisque chaque région a ses spécificités par rapport à l'ensemble des projets que tu mènes en Île-de-France.
Donc, c'est l'organisme de formation Archipel qui nous a interpellés sur ce sujet. Bah, écoute, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. J'ai pas vraiment, je comprends pas exactement la question. Donc, l'idée, c'est peut-être qu'on prenne attache et que on puisse en discuter parce que je suis pas directement en lien avec les financeurs. Au global, la question est assez large en fait. Donc, Oui, oui, voilà. c'est une question effectivement avec plusieurs axes, hein. Donc sur le premier, effectivement, bah, par rapport à l'offre de service de cet organisme de formation, effectivement, je peux mettre le lien vers la plateforme Dora. J'ai vu que plusieurs structures d'Île-de-France étaient déjà, bien référencées. Après, je ne sais pas effectivement si le centre, le CDRIML, a une cartographie, si, Oui, tout à effectivement, fait. voilà, peut-être se mettre en En parler. contact. C'est ce que j'ai pensé avec madame, Mousseau également. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, Donc, merci. ouais. Oui, Alors je vais écrire ça effectivement dans le chat au cas où la personne, merci. soit plus à l'écoute. Et puis autrement, eh bien écoute, il n'y a pas eu d'autres questions Audrey, donc c'était extrêmement clair, voilà, extrêmement riche. Donc pour le moment, il n'y a pas eu effectivement d'autres remarques. En tout cas, j'invite l'organisme Archipel à reprendre contact avec nous si voilà, on voulait plus particulièrement creuser vos attentes et les besoins sur le territoire, à la fois avec le CDRML et moi, un peu complémentaire. Je mets tes coordonnées. Merci Cécile. Donc maintenant l'occasion de remercier tous les participants à ce webinaire. Merci Cécile aussi d'avoir fait la modération, c'était un plaisir. Et puis bah, du coup, vous avez ici mes coordonnées si vous voulez qu'on puisse discuter aussi de vos actions, si vous avez besoin de ressources, si vous avez besoin aussi d'interventions, n'hésitez pas à nous le dire rapidement. On est en train de construire effectivement les plannings pour la rentrée. Et puis, je vous fais passer, bien entendu, le diaporama avec tous les liens pour que vous puissiez déposer vos actions dans le cadre des journées nationales, sachant que c'est pas forcément compliqué d'organiser une action et que c'est pas forcément non plus très long à faire. On a notamment des fiches d'inspiration sur le site de l'agence qui permettent aussi de se servir de l'expérience des autres territoires pour pouvoir transposer ces actions à notre public, à notre territoire. Et puis, on a aussi, bien sûr, les fiches départementales. N'hésitez pas à, voilà, à vous en servir et à nous solliciter pour qu'on vous aide à les lire et qu'on vous accompagne sur les territoires les plus impactés par le sujet d'illettrisme. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Très bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée.